Oui, je tiens à préciser qu'effectivement, cette forme de débat est un peu difficile pour les intervenants, peut-être un peu frustrante parce que la réponse des uns est forcément à l'autre est forcément limitée. Mais je veux dire, ce qu'on prétend faire ici, c'est vous donner des clés, que vous preniez les arguments, et puis ensuite, il y a effectivement plein de sites où tout ceci est explicité, et que vous irez voir les avis plus détaillés des uns et des autres. Mais je veux dire, on ne peut pas permettre une discussion exhaustive sur ces sujets, on y serait jusqu'à demain matin. Donc, toutes mes excuses à tout le monde pour ces limitations. Quand même, trois choses sur le point d'avant. Vous citez l'étude du CEPI, c'est la seule de toutes les études d'impact qui n'ait pas été produite, en effet, par un institut de recherche ou un think tank qui ne soit pas dépendant d'une façon ou d'une autre financièrement, si. De lobby industriel, de banques, le CEPR, qui a fait l'étude commanditée par la Commission européenne, un certain nombre des économistes qui ont été impliqués dans l'étude sont des économistes qui bossent par ailleurs pour des lobbies industriels. Donc, c'est un premier point. Le second point, j'ai bien dit que l'étude de Capello, pour nous, c'est pas la religion non plus, vraiment. Mais ça montre justement qu'on peut un peu dire des choses assez contradictoires avec des modèles macroéconomiques, et ça m'amène au troisième point, qui est que il y a un groupe de l'Assemblée nationale, vous êtes au courant, je pense, de ça, qui travaille justement sur la question de savoir si on peut véritablement évaluer des accords de libre-échange ex ante en amont, et qui s'oriente petit à petit, même si leur faille n'est pas finie, vers la conclusion que non, on ne peut pas, en l'occurrence. Et que tout ce qui est produit en matière d'études d'impact, a priori, est absolument pas crédible et utilisable. Donc voilà, simplement, c'était ce que je voulais dire par là, c'était qu'on ne pouvait pas s'appuyer là-dessus. Sur la question de la démocratie et la transparence, je vous rejoins largement sur le fait que c'est en effet cette négociation TTIP, sans doute la négociation la plus transparente qu'on ait jamais vue en matière de négociation commerciale impliquant l'Union européenne, pour les raisons que vous disiez, parce que la pression populaire, la pression des élus, des parlements a été telle qu'il a bien fallu que et les gouvernements et la DG Commerce, et c'est vrai que ça a été favorisé par l'arrivée de Cécilia Malmström, ouvre un peu les fenêtres, quoi, et puis libère un peu les textes, la parole sur cette négociation. On sait aussi, et là je vous en fais crédit, que la Commission est loin d'être la seule à blâmer dans cette affaire-là, parce que c'est grâce à vous, je crois qu'on a découvert dernièrement que le gouvernement français ne mettait pas dans la chambre de lecture ouverte aux députés, aux parlementaires français, tous les documents que lui communiquait la DG Commerce. Et qu'il y avait une sorte de rétention qui se passait au niveau du Premier ministère, qui expliquait qu'il y a très peu de choses dans la chambre de lecture, et que les députés français qui y allaient disaient « mais je ne comprends pas, il n'y a rien dans les papiers qu'on vous propose, comment se fait-il » Bon, c'est vrai. Néanmoins, le jeu interne entre les États membres dans cette discussion est totalement opaque. Et ça renvoie au fonctionnement de l'Union européenne même, qui est lui-même complètement opaque. C'est-à-dire que toute la discussion qui prépare les positions de négociation de la DG Commerce quand elle va dans les sites de négo, on n'y a pas accès. On ne sait pas ce qui se discute entre les États membres, on le devine, on a des fuites, on le dit en off, mais on ne sait pas. Et c'est très important ça, parce que ça nous dit ce que la France aura défendu dans une réunion des ministres du commerce européen, et puis ce que l'Allemagne de l'autre côté aura répondu en disant mais là-dessus on n'est pas d'accord, pour nous la priorité c'est ça. Et c'est fondamental pour comprendre comment s'établit la position de l'Union européenne. C'est une première chose. Ce qu'ont montré les fuites de Greenpeace il y a 3 semaines par ailleurs, c'est justement qu'entre ce qui est inscrit au compte-rendu officiel des cycles de négociation et ce qui se discute réellement dans les cycles de négociation, il y a quand même beaucoup de choses qui manquent. C'est-à-dire que les comptes-rendus officiels nous disent on négocie sur tel sujet, on a discuté, ça avance. Bon. Oui, on vous confirme que sur ce sujet, il y a des intérêts réciproques pour arriver à un accord. Voilà, ça fait 17, 18 pages, parfois c'est très long et ça ne dit pas grand-chose. En fait, quand on regarde dans les documents de Greenpeace, on apprend ce que l'Union européenne met sur la table
ce que répondent les États-Unis sur tel et tel sujet, ce qu'ils sont prêts à négocier ou à marchander, on pourrait presque dire, en échange de tel ou tel aspect. Et c'est ça, nous, qu'on a besoin de savoir, parce que c'est ça qui détermine ce que veut l'Union européenne, ce sur quoi elle est prête à lâcher, et ce sur quoi nous, on ne voudrait pas qu'elle lâche, de manière, du coup, à influencer les gouvernements de nos pays respectifs pour qu'ils forgent une position de l'Union. Et ça, on n'en sait rien. Ensuite, le système des chambres de lecture, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est quand même assez grotesque, honnêtement, et le fait que nos parlementaires, que ce soit les parlementaires nationaux ou les parlementaires européens, ne puissent rentrer dans ces chambres de lecture que seuls, sans la possibilité de prendre des notes, sans rien sur eux, même pas leur manteau, ça les empêche entièrement de faire leur travail, parce que des parlementaires, des élus de la République, ne sont pas des spécialistes des questions de commerce international, et ils ne savent pas lire un accord de libre-échange a priori, ils ont besoin de sortir de la chambre de lecture, les éléments pour les mettre en discussion avec des techniciens qui vont les conseiller, ils ne peuvent pas faire ça, et donc discuter avec un parlementaire, peut-être interroger le parlementaire de la circonscription ici sur son éventuelle visite des chambres de lecture. Nous, quand on leur demande aux parlementaires, ils nous disent mais on n'y va pas, c'est trop compliqué en fait. On ne peut pas voilà, se retrouver dans un système comme ça. Et puis la dernière chose, et alors ça c'est quelque chose de peut-être plus français, je connais moins la réalité dans d'autres pays, mais c'est vrai que le débat public en France, il est quand même extrêmement indigent sur le sujet pour une raison précise, qui est que, en dépit de ses promesses, le ministre du Commerce qui porte ce dossier, Matthias Fekl, ne discute pas avec nous. Il fait aussi des tournées en France. Il va discuter, il fait des débats, il fait des interventions, il vend la politique commerciale que porte le gouvernement français auprès de l'Union européenne. Mais en fait, les débats contradictoires comme celui-là, et c'est vrai que là-dessus, Édouard s'y prête, ça n'existe pas, il refuse de les avoir. Et aller mettre en discussion ce sujet de manière contradictoire, aujourd'hui, c'est déterminant si on veut vraiment permettre que le débat se construise, et on ne peut pas. Merci. Alors, juste un petit point sur les chambres de lecture, parce que j'en ai pas parlé, pour expliquer pourquoi, en plus de la transparence qu'on met en œuvre vis-à-vis du grand public sur le site internet de la Commission, pourquoi est-ce qu'il y a des documents qui sont dans les chambres de lecture qu'Amélie mentionnait à l'instant. En fait, il y a deux types de documents qui restent confidentiels aujourd'hui et qui sont donc dans des salles de lecture accessibles uniquement dans des salles de lecture pour les parlementaires, en fait, tous les parlementaires européens et tous les parlementaires nationaux. Le premier, c'est le compte-rendu dont parlait Amélie à l'instant, qu'on appelle compte-rendu tactique. C'est un addendum au compte-rendu qui est publié sur le site internet de la Commission, où la Commission dit ce qu'elle pense des positions américaines. Alors peut-être qu'il y a des éléments de ce compte-rendu-là qui pourraient être injectés dans le compte-rendu public, ça peut se discuter et on peut certainement améliorer les choses. Mais fondamentalement, il faut quand même accepter l'idée qu'il y a des limites à la transparence au sens où on veut bien être parfaitement transparent vis-à-vis des citoyens européens, mais il y a des limites par rapport à nos partenaires commerciaux. Il y a des choses qu'on peut vouloir se dire entre nous, Européens, qu'on n'a pas envie que les Américains, ou que d'autres partenaires d'ailleurs, puissent lire. Quand on fait des commentaires sur les positions américaines, c'est des commentaires qui sont à destination des institutions démocratiques de contrôle des négociations, les gouvernements des États membres, le Parlement européen, les parlements nationaux, et on n'a pas envie que les Américains voient ce qu'on fait comme commentaire là-dessus. Ça, c'est le premier type de document. Le deuxième type de document, ce sont les documents consolidés qui associent à la fois les propositions européennes et les propositions américaines dans les négociations. Et pourquoi est-ce qu'ils sont confidentiels, alors que du côté européen, on publie tous les textes qu'on met sur la table de négociation, donc les propositions européennes. Ils sont confidentiels tout simplement parce que les États-Unis possèdent leurs propositions, leurs textes, et ne souhaitent pas qu'on les rende publics. Ça ne fait pas partie de leur tradition en matière de négociation commerciale.
ça ne fait pas non plus partie de la tradition européenne en matière de négociation commerciale. Nous, on a changé, on a décidé de rendre les choses publiques. Ce n'est pas le cas chez eux, et il n'appartient pas à la Commission de les rendre publiques si les États-Unis ne souhaitent pas les rendre publiques. C'est une négociation, on doit aussi respecter notre interlocuteur, notamment sur les textes qui le concernent. Et en revanche, il nous semblait extrêmement important que, et encore une fois, les institutions démocratiques de contrôle des négociations, le Parlement européen, les gouvernements des États membres, les parlements nationaux, puissent avoir accès à l'intégralité des textes. C'est quelque chose dont on a parlé pendant plus d'1 an avec les Américains pour pouvoir mettre à disposition leurs textes à disposition de nos parlementaires. Ils ont finalement, au bout d'1 an, accepté qu'on le fasse, mais évidemment à condition qu'on respecte la confidentialité de ces textes, et donc, sachant qu'ils sont confidentiels et qu'ils doivent rester confidentiels, évidemment, les conditions d'accès à ces textes sont sérieuses, sont strictes et font en sorte qu'on respecte la confidentialité. Donc, effectivement, on ne peut pas venir avec son téléphone portable et prendre des photos des textes pour les mettre sur Twitter un quart d'heure après. Ça ne veut pas dire que les... Non, mais c'est pour ça qu'il y a des conditions qui sont très strictes en matière d'accès aux salles de lecture. C'est simplement des conditions pratiques pour assurer que la confidentialité est respectée. Et manifestement, les conditions ne sont pas suffisantes, puisque Greenpeace a obtenu tous ces textes et a pu les publier. Mais c'est uniquement ça que ça vient pas des chambres de lecture. Qu'on vise à faire, de la même manière que au 10 Downing Street, chez le Premier ministre britannique, on arrive, on laisse son téléphone portable à l'entrée. C'est pas une humiliation de devoir laisser son téléphone portable quand on arrive. Et par ailleurs, ils ont le droit de garder leur manteau, je pense. Ils ne sont pas obligés d'être tout nus. Non, tout nus, non. Et ils ont le droit d'être... Les parlementaires sont accompagnés, par ailleurs, ça c'est quelque chose de très important, par un administrateur de l'Assemblée, qui peut les aider effectivement à déchiffrer ce que tout ça veut dire. Ça c'est quelque chose d'assez important. On va passer au thème suivant. Vous voyez que vraiment il est question de vous donner des clés. Après ça, vous serez obligé de piocher. Donc le thème suivant, ça fait aussi partie des choses qui ont fait quelques gros titres dans la presse, en particulier les problèmes d'arbitrage. Donc là, on va essayer de couvrir ce domaine des investissements, des normes et des arbitrages. J'espère que je n'ai pas trop mélangé de sujets. Investissement et arbitrage, c'est un sujet, et les questions des normes de coopération réglementaire, c'est un peu un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais peut-être pour simplifier, en prenant l'investissement d'abord, ça a effectivement été peut-être la critique la plus substantielle, la plus importante qui a été portée dans le débat public sur ces négociations. C'est une critique qui, encore une fois, porte sur des thèmes qui sont parfaitement légitimes. Et pour faire plaisir à Amélie, j'irais même jusqu'à dire que c'était une critique qui était en partie justifiée. Au sens où, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la protection des investissements. Depuis 60 ans, tous les États membres de l'Union européenne ont négocié des accords de protection des investissements avec leurs partenaires à l'étranger pour donner un certain nombre de garanties minimales aux investisseurs européens quand ils investissent à l'étranger contre le risque d'expropriation sans compensation. On peut toujours exproprier quelqu'un, exproprier un investisseur, mais le principe de base, c'est qu'il y ait compensation en même temps. Les accords qui ont été négociés depuis 60 ans par les États membres de l'Union européenne avec cet objectif, il y en a 1300 qui ont été négociés par les 28 États membres de l'Union européenne dans le monde entier, y compris d'ailleurs entre eux. Il y a encore aujourd'hui quelques développements dans la presse à ce sujet. Ces accords, quand on les regarde de plus près, ils ne sont pas pleinement satisfaisants. Et dans les années récentes, ils ont laissé la place à des dérives avec des grandes entreprises multinationales
qui ont attaqué des États, pour pas forcément gagner d'ailleurs dans leur tentative d'attaquer des États, mais qui ont attaqué des États après la mise en place de politiques publiques parfaitement légitimes. Je pense notamment à des cas emblématiques comme le moratoire sur le gaz de schiste au Québec, attaqué par une entreprise américaine, Lone Pine, ou la législation sur le paquet neutre en Australie, attaquée par Philip Morris. Là, il s'agit d'objectifs soit de défense de l'environnement, soit de défense de la santé publique, qui sont parfaitement légitimes, et il n'y a aucune raison qu'un État puisse être attaqué par une entreprise parce qu'il a mis en place des politiques publiques dans l'intérêt général sur des sujets comme l'environnement, la santé, la protection des consommateurs ou autres. Ça, il faut être très clair là-dessus. Ces accords qui avaient été négociés jusqu'ici, depuis les années 50 par les États membres de l'Union européenne, j'insiste sur le fait que c'est les États membres de l'Union européenne qui avaient négocié ça, c'est une compétence qui a été transférée à l'Union européenne, donc à la Commission en 2009 seulement, avec le traité de Lisbonne. Ces accords, quand on les regarde de près, il y avait des dispositions qui n'étaient pas satisfaisantes, à la fois sur le plan substantiel, des concepts qui étaient trop flous, qui laissaient trop d'espace à des attaques, à des cas illégitimes de ce type-là, et des dispositifs pour mettre en œuvre ces accords, et ça c'est les tribunaux arbitraux dont on a énormément parlé, des dispositifs qui sont fondés sur un système d'arbitrage qui est très courant en droit commercial, mais qui posait problème aussi en termes d'impartialité des arbitres, avec des arbitres qui, c'est la définition de l'arbitrage, sont nommés par les parties du différend, donc notamment par les investisseurs, pas suffisamment de garanties en termes de conflit d'intérêts des arbitres, avec des avocats d'affaires qui peuvent à la fois conseiller des entreprises et être arbitres dans ce type de dispositif, une absence de transparence des délibérés, pas d'organe d'appel, donc il y avait énormément de choses à redire sur ces accords qui ont été négociés jusqu'ici. Tout ça a éclaté au grand jour à partir du moment où cette compétence a été transférée à l'Union européenne. Il y a eu une autre visibilité que ce qui était fait jusqu'ici au niveau des États membres, notamment de la France, qui a une centaine d'accords de ce type-là. Et à partir du moment où, au niveau de l'Union européenne, on négocie avec des partenaires aussi importants que les États-Unis ou le Canada. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la Commission? On a interrompu les négociations sur ce sujet, le temps de mener une vaste consultation sur le sujet, d'écouter les critiques, toutes les critiques, à la fois substantielles sur les concepts qui sont, les normes qui sont utilisées dans ce type d'accord sur la protection des investissements, et les critiques procédurales sur les mécanismes de mise en œuvre, sur ces fameux tribunaux arbitraux. Et après 1 an et demi des discussions avec le Parlement européen, avec les gouvernements nationaux, avec les parties prenantes, avec les ONG, avec les universitaires spécialistes de ces questions, la Commission a proposé une réforme radicale, ambitieuse de ces dispositifs en septembre de l'année dernière, qui a été avalisée par le Parlement européen et par les 28 États membres de l'Union européenne, et qu'on a maintenant mis sur la table des négociations avec les États-Unis. C'est une réforme qui répond point par point aux différentes critiques que j'ai évoquées à l'instant: l'absence de transparence, l'absence de règles en matière de conflit d'intérêts, l'absence d'organes d'appel, l'imprécision de certains concepts, et qui donc systématiquement s'efforce de donner toutes les garanties pour empêcher qu'il y ait le moindre abus possible, la moindre remise en question d'une politique publique à travers ces dispositifs. Le fait que les États ont un droit souverain à légiférer, à réglementer, est rappelé explicitement dans le texte de la proposition européenne. Le fait que le simple fait de voir ses profits diminuer pour une entreprise suite à l'instauration d'une nouvelle législation n'est pas une raison pour attaquer un État. Et plus fondamentalement encore, donc, on substitue un système de cours
public, international, sur les investissements au système de tribunaux arbitraux privés qui existait jusqu'ici, avec un organe d'appel. Voilà, donc ça c'est la situation aujourd'hui, donc une réforme radicale qui répond point par point à toutes les critiques qui ont été avancées et qu'on a l'ambition de porter non seulement dans les négociations avec les États-Unis, mais de manière beaucoup plus fondamentale avec l'ensemble de nos partenaires et de mener une réforme à l'échelle mondiale de ce type de dispositif de protection des investissements. Il y a 3400 accords de ce type-là à l'échelle mondiale qui ne sont pas satisfaisants en termes d'équilibre entre la protection des investissements et le droit des États à légiférer. Il faut réformer ces dispositifs. La CNUSED, la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, appelle depuis des années à réformer ces dispositifs. Elle a applaudi dès demain la proposition de la Commission et encourager l'Europe à prendre le lead, l'initiative dans la réforme de ces dispositifs au niveau mondial. C'est quelque chose de très important et c'est un très bon exemple de domaine, comme je le disais en introduction, où on peut remettre des règles ou changer les règles à l'échelle mondiale dans les échanges internationaux et où le fait de le faire avec les États-Unis nous donnera un poids considérable pour le faire avec nos autres partenaires. Dernier point, le Vietnam, avec lequel on a conclu un accord tout récemment, a déjà repris cette proposition européenne, donc ça fait partie de l'accord avec le Vietnam, et le Canada, avec lequel on avait conclu un accord avant la proposition européenne, et avec lequel on a néanmoins parlé après la conclusion de l'accord de la possibilité de reprendre ces propositions, a finalement accepté de reprendre ces propositions. C'est quelque chose qui est très lié à l'arrivée de Justin Trudeau à la tête du gouvernement canadien, qui avait une vision beaucoup plus progressiste de ces questions-là que son prédécesseur. Et ça, c'est un très grand succès du point de vue de la politique commerciale européenne, parce que ça nous donne vraiment une crédibilité à l'échelle mondiale, le fait qu'un grand pays comme le Canada ait repris cette proposition, et ça nous donne évidemment un poids très important, y compris en termes de précédents vis-à-vis des États-Unis. Voilà, donc ça reste à négocier avec les États-Unis. Ce ne sera pas une négociation facile sur ce point. Pour l'instant, ils n'ont pas donné de signaux très clairs, ils sont ouverts. Mais c'est quelque chose qui sera absolument fondamental du point de vue européen pour pouvoir conclure cet accord. Bien, comment voyez-vous donc cette politique d'arbitrage ? Cette question de l'investissement, de l'arbitrage d'investissement, elle est compliquée parce que c'est vrai que la critique s'est beaucoup focalisée sur la mécanique de l'arbitrage et donc sur les tribunaux d'arbitrage et moins sur la substance de protection des investisseurs, c'est-à-dire tout le fond des normes juridiques qui sont maniées en fait par ces tribunaux d'arbitrage et qui rendent la chose aussi, voire bien plus dangereuse encore peut-être que la procédure elle-même. Mais c'est intéressant en fait ces questions à la fois d'investissement et de normes parce que ça nous fait toucher, je pense, au cœur de la critique que nous portons à l'égard de ces accords, c'est-à-dire que ces nouveaux traités, comme on les appelle, ces nouveaux accords de libre-échange, qui sont ceux qui sont négociés depuis en gros 2010-2011, en fait, sont plus des traités de libre-échange comme ceux qu'on avait l'habitude de voir dans le passé, qui étaient surtout des traités qui parlaient de droit de douane, en gros, et de techniques douanières et administratives. Aujourd'hui, on est face à des accords qui viennent bousculer la manière dont nos processus de décision collective sont organisés et dont nos choix collectifs se forgent, en fait. Et aussi bien les mécaniques de coopération, de convergence réglementaire que ces dispositifs d'arbitrage d'investissement, justement, ils posent cette question. Ils viennent percuter le cœur de notre démocratie. Et alors, sur la question, la manière dont nous, on interprète ça, si vous voulez, c'est que on fabrique, à travers la coopération réglementaire d'abord, et puis l'arbitrage d'investissement d'autre part, les moyens pour les entreprises et les lobbies industriels de venir s'immiscer justement dans la fabrique de nos lois et de nos réglementations. La coopération réglementaire, ça, vous savez, c'est ce système
qui prévoit que l'Union européenne et dans un certain nombre de cas les États membres devront notifier aux États-Unis, dans le cas du TAFTA, leur volonté de transformer leur système réglementaire sur tel ou tel sujet qui affecte les échanges commerciaux entre les deux parties. Donc si d'aventure l'Union européenne, c'est l'actualité, décider de prendre une vraie décision sur la question par exemple du glyphosate et du Roundup, de ces fameux pesticides dangereux, et ben, en théorie, une fois que le TAFTA existe, elle devrait téléphoner à Washington et dire attention, on va ouvrir un processus de réorganisation de notre réglementation sur ce produit chimique, et donc voilà ce qu'on a l'intention de faire, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez chez vous? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme impact sur votre économie et sur l'agrochimie américaine, par exemple? Alors là, entre immédiatement dans ce processus toutes les parties prenantes, comme on les appelle, de la discussion, qui notifient, donnent leurs avis, envoient aux autorités régulatrices des notes, des propositions. Il faudrait plutôt faire ça comme réglementation. Ah, ce serait mieux si on l'écrivait comme ça, parce que pour nous, c'est assez défavorable si vous réglementez trop. Bon. Et là, on observe, nous, déjà depuis bien longtemps, que ce type de processus où les lobbies industriels interviennent bien en amont de l'élaboration réglementaire, ça mine littéralement les textes qui en sortent. On a un exemple très bon, qui est l'exemple de la directive sur la qualité des carburants, qui a été élaborée en 2014, et qui consistait en fait à dire quels carburants étaient polluants plus que les autres, et comment du coup on attribuait des crédits à polluer aux entreprises qui les utilisaient derrière. Et en fait on a observé, alors ça c'est tout pareil, c'est par des fuites et puis par des courriers obtenus grâce d'ailleurs au système de transparence de la Commission européenne sur l'influence des acteurs extérieurs vis-à-vis des autorités de la Commission. On a su que les lobbies du pétrole canadien et américain en fait, avaient mis une pression terrible sur leur gouvernement, en particulier sur le gouvernement du Canada, qui s'était empressé à l'époque, parce que par ailleurs Stephen Harper était de toute manière un défenseur de l'extraction fossile, absolument convaincu, donc ça posait pas trop de problème, qui s'est empressé de répercuter cette pression sur le gouvernement européen et qui a dit si vous voulez un CETA qui vous intéresse et qui convienne à vos attentes, vous avez intérêt à ne pas trop pénaliser nos sables bitumineux, nos pétroles bitumineux, dans la directive sur la qualité des carburants qui se profile. Et bien ça a très bien marché. En fait, on a vu, nous, en bout de course, la directive sortir avec les sables bitumineux qui, en théorie, vous savez sans doute ça, sont infiniment plus polluants encore que les pétroles conventionnels, sortir avec la même notation, pour faire très court, que les pétroles classiques. Voilà. C'est ça que c'est. Ça produit ça, la coopération globale. Oui, mais je vais être un peu plus long, je vous dis donc ça, c'est l'avant. C'est l'amont du tuyau réglementaire. Si l'aventure, une réglementation qui n'est pas assez favorable à l'industrie sort de ce tuyau réglementaire malgré tout, reste en effet l'arbitrage d'investissement comme arme d'intervention en aval. Et alors là où, vous le savez, on est profondément en désaccord, c'est sur le fait que la réforme qu'a introduite la DG Commerce en novembre de l'année dernière introduit quelques nouveautés que ce soit par rapport au système ancien de ce qu'on appelle l'ISDS, vous connaissez sans doute ce sigle, qui est le système d'arbitrage classique qui posait tous les problèmes de conflit d'intérêts et contournement de l'intérêt, des règles d'intérêt général comme Édouard le décrivait. Parce qu'en fait, cette réforme, d'abord, il n'y a absolument pas de cours public de créer, il faut arrêter les histoires quand même. Il n'y a pas d'institution publique, il n'y a pas de magistrature publique, on a créé un répertoire de 15 arbitres, ce sont des arbitres, ce sont les gens qui officient dans l'arbitrage par ailleurs, qui en effet vont être astreints en quelque sorte à venir siéger pour traiter les différends qui leur seront soumis, et qui, dans une certaine mesure, sont compensés financièrement pour cette forme d'astreinte. Bon, ça, je n'appelle pas ça une cour publique du tout. C'est une première chose. Par ailleurs, le document sur lequel on avait été consulté, effectivement, et sur la base duquel la commission, la DG Commerce a produit sa réforme, c'est en fait ce qui se trouve à très peu de choses près aujourd'hui dans l'accord avec le Canada. Donc, il y a deux choses qui ont changé là-dedans.
Il y a un petit article qui a été introduit sur le droit à réguler, c'est-à-dire qu'entre la formule d'avant et la formule d'aujourd'hui, on a 15 lignes en plus qui disent « Ah oui, bon, il faudra faire attention à ce que tous les différends qui sont instruits par ces tribunaux d'arbitrage ne constituent pas des entraves au droit de réguler très légitime des États. » Et ça, juridiquement, ça ne vaut rien. Le droit à réguler, ça n'existe pas au regard de la consolidation juridique de toute la substance, justement, de type traitement juste et équitable, attentes légitimes, qui ont derrière elles quand même une épaisseur de décision pour les créditer. Droit à réguler, je regrette, et n'importe quel juriste vous dira, ça vaut quand même pas grand-chose, quoi. Ensuite, trouvez-moi des professionnels du droit de l'investissement qui trouvent que cette réforme tient debout. Hein, parce que entre les partisans de l'arbitrage d'investissement à l'ancienne, bien entendu, qui eux trouvent que ça n'a pas d'intérêt, pourquoi d'ailleurs réformer l'arbitrage après tout ce qui fonctionne très bien, évidemment, c'est pas là qu'on va les trouver, mais surtout les associations de juristes dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, de magistrats, l'Association européenne des magistrats, convergent tous pour dire que cette réforme ne change absolument rien au problème fondamental. Des profs de droit qui trouvent qui pensent la même chose, on en a pléthore. Donc quand même, voilà, c'est une réforme qui ne répond absolument pas aux questions qui s'étaient posées au départ. Nous, on y voit exactement la même substance juridique et puis une procédure qui est à peine améliorée. Et effectivement, le risque que se multiplient les différents, tels que ceux que vous décriviez, qui posent quand même des problèmes, y compris quand une entreprise ne gagne pas au bout de la procédure qui dure 5 ou 6 ans, considérable parce que même sans compensation colossale à la fin, et les compensations sont vraiment colossales quand elles interviennent, les coûts de procédure sont aussi importants et ponctionnés sur les budgets des États. Le cas Australie, Philip Morris, justement, qui a en effet abouti à un classement de la plainte de l'entreprise, l'OMS l'a chiffré, rien qu'en frais de procédure et de conseil juridique, c'est 8 millions d'euros. C'est énorme pour une plainte qui n'aboutit à rien à la fin et qui a juste pesé sur le budget du gouvernement australien, quoi. Donc voilà, ça m'amène à dire ça. Et j'avais une dernière chose que je vous ai dit. Ça te fait bien. Bon, voilà, simplement. Ah oui, si, j'ai retrouvé. C'est que, de toute façon, la France, en l'occurrence, et un certain nombre des gouvernements de l'Union européenne ne croient même pas assez à cette réforme, que justement vous évoquiez les fuites qu'on a fait sortir aujourd'hui dans la presse. Ils trouvent que de toute façon c'est quand même de l'arbitrage d'investissement à l'ancienne qu'il faut installer entre les pays de l'Union européenne pour substituer aux vieux accords qui sont devenus caducs depuis 2010. C'est dire à quel point quand même la réforme dont on nous rebat les oreilles dans la presse depuis 6 mois, le gouvernement n'a même pas envie de la porter jusqu'au bout. C'est pathétique quand même. Alors ça vous me direz, la commission en l'occurrence fait pas justement, c'est l'acteur dans cet épisode-là spécifique qui dit que les accords sont caducs et qu'il faudrait trouver un système un peu plus innovant. Je vous laisse, je pense. pense. Sur ce dernier point, il y a un désaccord entre la Commission et la France et d'autres États membres où nous on considère qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a pas besoin d'avoir ce type de dispositif où on a un système de droit et des tribunaux au sein de l'Union européenne qui garantissent tout ce qu'il faut aux investisseurs européens. On considère que ce n'est pas le cas avec les États-Unis où il n'y a pas le même système, les mêmes garanties en termes de non-discrimination pour les investisseurs étrangers qu'au sein de l'Union européenne. Mais donc on a un différent avec la France là-dessus, en effet. Peut-être juste sur les quelques points que vous mentionniez à l'instant sur la Cour. Il y aura une Cour, il n'y en a pas pour l'instant, mais à partir du moment où les accords seront conclus et mis en place, il y aura une Cour qui sera mise en place, dont les modalités en réalité ont été calquées sur la Cour de justice internationale de La Haye. Mes collègues qui ont travaillé à ça ont passé beaucoup de temps sur la manière dont fonctionnait la Cour de justice internationale de La Haye et se sont largement inspirés de ce fonctionnement pour déterminer la manière dont fonctionnera cette Cour sur les investissements. À court terme, c'est une Cour bilatérale, France-États-Unis, France-Canada, Union européenne, États-Unis, Union européenne, Canada, Union européenne, Vietnam. À moyen terme, ce qu'on veut vraiment établir au niveau mondial, c'est une cour multilatérale
qui couvre l'ensemble des accords bilatéraux sur l'investissement. Avec des juges qui sont, et ça c'est ça la distinction fondamentale, qui sont nommés par les États, qui sont nommés par les parties de l'accord. Au moment de la mise en œuvre de l'accord, les États membres de l'accord, l'Union européenne, les États-Unis, l'Union européenne, le Vietnam, l'Union européenne, le Canada, se mettent d'accord sur un ensemble de 15 juges, 5 nommés par chaque État et puis 5 nommés d'un commun accord, et qui ne sont pas des arbitres nommés par les parties du différend. Ce n'est pas les investisseurs qui nomment leur arbitre, ce sont les États qui nomment des juges pour traiter des affaires qui auront à être traitées à l'avenir. Et avec un tirage aléatoire des juges pour traiter des différentes affaires. Donc il ne peut pas y avoir de lien entre les juges et ex ante entre les juges et les affaires qui sont traitées. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, qui est effectivement, comme vous le dites, critiqué par les ayatollahs de l'arbitrage. L'US Chamber of Commerce a dit clairement qu'elle était contre cette réforme. Le MEDEF en France est assez réticent sur certains points. Donc c'est un peu paradoxal qu'après avoir fait un travail considérable de réforme de ces dispositifs, de s'être efforcé de répondre, encore une fois, point par point, à toutes les critiques qui étaient émises, tout en maintenant un système qui reste tout de même efficace, on soit non seulement critiqué par les partisans de l'ordre ancien, d'une certaine manière, mais que tout ça soit absolument pas reconnu par les gens qui demandaient des changements, quoi. Mais bon, ça fait partie de la vie et on est là pour accepter ça aussi. Sur les juristes qui soutiennent ça, j'étais récemment à un débat sur France Culture avec un juriste spécialisé sur les questions d'investissement qui était tout à fait en faveur de cette réforme. Et encore une fois, la CNUSED, dont je parlais tout à l'heure, qui travaille depuis des années sur la réforme des accords de protection des investissements, était très favorable. Juste un dernier point sur la coopération réglementaire, qui est un sujet très important. Je crois qu'on n'est pas nécessairement très éloigné, en fait, au moins dans notre appréciation de la manière dont les choses doivent fonctionner, du principe de la coopération réglementaire. Qu'est-ce que c'est que la coopération réglementaire? C'est faire en sorte que les régulateurs, là en l'espèce de chaque côté de l'Atlantique, mais ça peut être avec d'autres partenaires, que les régulateurs se parlent. Qu'on ne fasse pas chacun nos petites affaires dans notre coin, en croyant qu'on est à la science infuse et sans jamais parler à personne. Qu'il y ait une confrontation d'idées, une confrontation d'expérience, une confrontation d'expertise entre les régulateurs européens et américains, qui sont très développés des deux côtés, et il ne faut pas mépriser les régulateurs américains. Je rappelle que c'est les Américains qui ont sorti le cas Volkswagen et les problèmes de tests mafiotés sur les émissions des voitures. Dans un tout autre cas, c'est les Américains, récemment le patron de PIP, l'entreprise qui fabriquait des prothèses mammaires avec du gel industriel au lieu de gel médical et qui a empoisonné des milliers de femmes en France et en Europe, a été condamné il y a 1 ou 2 semaines. Les Américains avaient interdit d'importation les prothèses mammaires fabriquées par PIP depuis l'année 2000. On a dû attendre 2010 en Europe pour se rendre compte qu'il y avait un problème avec ces prothèses mammaires. Pendant 10 ans, des femmes ont été empoisonnées parce que, simplement, le régulateur américain et le régulateur européen, ils ne se parlaient pas. Tout ça a été notifié, d'ailleurs, publiquement sur le site internet du régulateur américain, enfin des autorités de contrôle américaines, mais il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas d'échange, et donc on a dû attendre qu'un beau jour, au niveau européen, on puisse enfin s'en apercevoir aussi. Et donc c'est ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la possibilité pour les régulateurs, et l'obligation pour les régulateurs, de dialoguer, de confronter leurs analyses, de partager leurs analyses, mais avec un principe absolu, qui est la souveraineté réglementaire, législative de chaque partie, que les procédures de décision pour adopter
les lois et les réglementations en question restent inchangées, que les parlements nationaux gardent exactement le même pouvoir, mais dans un contexte un minimum éclairé par la confrontation des expertises entre les régulateurs, et avec des obligations de transparence, effectivement, de la part des régulateurs, qui disent quel est leur programme législatif, réglementaire, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, des obligations de consultation des parties civiles, des parties prenantes, des régulateurs chez nos partenaires commerciaux. Alors, on peut considérer, comme vous faites Amélie, que c'est la porte ouverte à plus d'influence de la part des lobbies. Ça, c'est votre appréciation de la situation. Moi, fondamentalement, je pense qu'un système ouvert, un système où il y a de la confrontation, c'est un système qui est meilleur qu'un système qui est fermé, arrogant, où on considère qu'on est les meilleurs et qu'on sait tout sans avoir besoin de se confronter. Oui, il faudrait peut-être faire un premier échange avec la salle à ce stade. Parce que si on met tout à la fin, ça va être un peu frustrant peut-être. On a pas mal parlé déjà. Juste, j'ajoute un truc quand même sur l'arbitrage. Non, mais c'est vraiment 2 secondes. Sur l'arbitrage, je pense l'élément par ailleurs déterminant que je n'ai pas pointé, c'est que de toute façon, vous étiez assez euphémiste, je crois. Les États-Unis ne veulent pas de votre réforme. Donc, de toute manière, dans l'affaire du TAFTA spécifiquement, je pense que la question, il va falloir la poser différemment. Et que vous n'arriverez pas à l'introduire. Si toutefois on considère que c'est une bonne réforme, ce ne sera pas la réponse que vous pourrez donner dans le cas de la négociation avec les États-Unis. On verra. On verra. Et la deuxième chose, c'est que sur l'affaire de la coopération réglementaire, vous nous le racontez à nouveau façon conte de fées. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on harmonise la longueur des rallonges des rallonges électriques et des prises de frigidaire, et, comme on le racontait Fleur Pellerin à l'époque, mais c'est pas ça dont on parle là. On parle d'accords de libre-échange, et on a l'exemple précis avec le traité Union Européenne-Canada, il est écrit, on a le texte, qui, une ligne sur 2 dans tous les chapitres qui concernent justement les questions réglementaires, nous dit il faut faire en sorte, à travers tous ces processus, d'enlever tout ce qui représente une barrière au commerce, un enquiquinement pour les acteurs du commerce, et c'est ça le problème. C'est pas bien entendu de trouver les façons de faciliter la vie dans un certain nombre de domaines où ça fait sens. Enfin, c'est évident. On va peut-être passer. Oui, pardon. Bon, parce qu'effectivement, là, il y a des moments où je sens que l'opposition, finalement, c'est entre les objectifs et le scepticisme devant la négociation. Donc on peut en débattre assez longtemps. Effectivement, je crois que c'est une excellente suggestion. On va passer aux échanges avec la salle. Donc s'il y a des questions, puis ça permettra probablement d'ailleurs de traiter certains sujets qui étaient prévus, mais les débats, voilà.